Alors ce cycle, il est intitulé Introduction aux pensées décoloniales, quel tissage avec la psychosociologie. Et donc, on nous invite aussi, on s'invite à réfléchir et à explorer les pensées décoloniales au pluriel. Et je pense qu'on reparlera peut-être aussi de ce pluriel dans l'intervention de Selwa Luste-Boulbina. Alors pourquoi ce cycle? Eh ben parce que dans notre travail, nous sommes interpellés par des effets de position qui sont liés à l'histoire héritée du colonialisme, alors que ce soit directement interrogé, parce que c'est un objet d'intervention pour certaines et certains d'entre nous, ou que cela affleure, même si on ne l'interroge pas, dans les groupes, dans les accompagnements individuels que nous conduisons. Donc, et on doit aussi, il me semble, s'interroger et nous demander comment ça affecte nos propres capacités aussi à écouter l'expérience de l'autre. Alors, les pensées décoloniales, c'est un courant qui est aujourd'hui pluriel, qui est aussi dispersé géographiquement, qui fait aussi l'objet de polémiques, d'incompréhensions, mais qui pour nous est un courant majeur de la pensée critique contemporaine, qui doit donc susciter aussi dialogue et débat. Alors pour introduire cette première conférence, j'avais envie de citer Eugène Henriquez qui nous a quittés en décembre et qui écrivait: «La circulation des savoirs n'est jamais indépendante des pouvoirs et des rapports de pouvoir». On sait que le pouvoir n'est pas neutre, que la science rationnelle est souvent exclusive à d'autres modes de pensée, qu'elle infériorise aussi d'autres expressions, d'autres connaissances du monde. Et c'est aussi à cette ouverture qu'on est invité. Alors nous avons la très grande chance et le très grand plaisir d'accueillir Selwa Luste-Boulbina, qui a accepté d'ouvrir ce cycle par une première conférence introductive qui va nous permettre de nous inscrire et de nous repérer dans le champ des pensées décoloniales. Alors Selwa, vous êtes philosophe, politiste, spécialiste des études postcoloniales dans leur dimension politique et culturelle. Vous avez été directrice de programme au Collège international de philosophie, vous êtes chercheuse associée à l'Université Paris-Cité et vous êtes aussi autrice de nombreux articles et ouvrages. Alors je vais citer quelques-uns: L'Afrique et ses fantômes, Le singe de Kafka, Les miroirs vagabonds, La décolonisation des savoirs. Vous publiez 2 nouveaux ouvrages cette année, Malaise dans la décolonisation et Sortir de terre, une philosophie du végétal, qui vient de sortir. On mettra dans la discussion, durant toute cette intervention, votre intervention et les débats, on mettra aussi les références des ouvrages. Alors, Selwa, vous avez souhaité intituler votre intervention Décoloniser les savoirs en utilisant un verbe d'action. Vous écrivez dans Malaise dans la décolonisation que les verbes nous engagent. Vous mettez décoloniser, c'est une pratique qui dépend de nous, collectivement et individuellement. Donc parler de décoloniser les savoirs, et je vous cite toujours, c'est interroger les transferts de connaissances et se demander ce qu'on a appris, ce qu'on apprend et ce qu'on peut apprendre d'autrui, qui qu'il soit et d'où qu'il vienne. Donc je vous laisse la parole, Selwa, et de quoi parle-t-on quand on parle de décoloniser les savoirs? Bon, merci beaucoup pour cette invitation et pour cette présentation. Ça me fait plaisir, en fait, de pouvoir parler et échanger justement avec des psychosociologues, d'autant que on voit très bien qu'on est en fait sous un signe particulier qui est le signe du croisement ou du carrefour. Alors on sait que le croisement et le carrefour, c'est très intéressant. Par exemple, pour ceux que ça intéresserait, il faut voir ce que ça peut représenter dans l'univers vaudou, en fait, parce qu'on comprend, et même dans la philosophie antique, par exemple chez Platon, on comprend qu'il faut s'engager, en fait. Il faut s'engager dans une voie. Et la deuxième chose que je voudrais dire comme remarque préliminaire, c'est que l'humanité boite, on le sait, nous sommes des pieds boiteux, nous avons des talons d'Achille, et donc la marche de l'humanité, c'est une marche qui est accidentée, et là on est dans un de ces accidents, donc c'est assez difficile de décoloniser les savoirs. Alors je pars en fait, c'est un petit peu paradoxal, mais je pars d'une double impossibilité. Au lieu de penser que les choses sont possibles et que c'est pour cela qu'il faut les faire, parce qu'elles sont possibles, je préfère, pour ma part, partir d'une double impossibilité, c'est-à-dire impossibilité de décoloniser et de se décoloniser, impossibilité de ne pas décoloniser ou de ne pas se décoloniser.
Donc ça part d'un paradoxe plutôt que d'une voie qui serait déjà tracée d'avance, parce que je pense que la décolonisation, j'y reviendrai ultérieurement, mais la décolonisation, ça n'est pas un idéal. Il faut, disons, rompre avec des visions du monde qui sont des visions dans lesquelles on idéalise une fin qui viendra, etc., un lendemain qui chante. Et c'est la raison d'ailleurs aussi pour laquelle je préfère, comme l'a dit Isabelle Potra, je préfère le verbe au substantif. Pourquoi? Parce que je préfère souligner d'une certaine façon, non pas que j'utilise jamais le substantif bien sûr, mais je préfère souligner une implication pratique plutôt qu'un détachement et le détachement que peut produire la théorie, en particulier au sein de l'université où très rapidement dit, se produit depuis très longtemps, sinon depuis toujours, une déréalisation du monde qui pose problème et qui laisse largement l'expérience de côté, expérience pourtant dans laquelle on peut apprendre absolument de n'importe qui. On peut apprendre des gens en général, même si on n'apprend pas de la même façon, non plus que les mêmes choses. Bien sûr, ça renvoie à une distinction qui est une distinction très ancienne, hein, je reste philosophe en disant cela, la distinction très ancienne entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, mais à partir du constat que, en réalité, il y a toujours quelque chose qui dépend de nous, contre le préjugé selon lequel on n'y peut rien, c'est trop compliqué, etc. Mais aussi contre, je dirais, les bons sentiments, parce que les bons sentiments, c'est une façon, d'une certaine façon, de s'abstraire en fait de l'action et de la pratique, en allant du côté, chercher du côté, bien sûr, des intentions. Et je voudrais rompre là, disons que ici, je dirais que je décolonise en acte en déchristianisant un peu l'opération et en montrant qu'un contexte, disons, chrétien est un contexte qui peut brouiller en fait le panorama. Alors bien sûr, si on parle de décoloniser ou de décolonisation, cela renvoie forcément au colonial et à la colonie, dont il faut que je dise quelques mots quand même, pour qu'on comprenne mieux. La première chose qu'il faut retenir en fait, je dirais à la fois de l'empire, mais surtout de l'emprise coloniale, c'est la destruction de l'ancestralité. La destruction de l'ancestralité, elle a pour résultante, si vous voulez, pratique, les massacres de masse. Et cette destruction de l'ancestralité, elle conduit à considérer l'individu comme n'étant que l'exemplaire d'une masse qui n'a pas de caractéristiques personnelles et qui n'a pas de caractéristiques familiales au sens où il serait le neveu ou le père ou la sœur, etc., de quelqu'un d'autre. Et donc, ça m'a amené, bon, j'essaie de dire les choses un peu vite, mais je pourrais y revenir. Et puis surtout, si Isabelle trouve que je vais trop vite ou trop lentement, je lui laisse bien sûr tout entière la possibilité de me le dire et d'intervenir dans le cours de ma présentation. Donc, en fait, j'ai considéré pour ma part que une colonisation, il fallait le penser à la fois d'abord comme un programme qui est voué à l'échec parce que tant qu'il y a des colonisés, forcément la colonisation échoue. Donc on comprend que se profile quand même une visée exterminatrice. Et pour ma part, je l'ai pensé aussi du point de vue, donc non pas du colonisateur, mais du colonisé, comme une migration chez les colonisés. Une migration, pourquoi? Parce que leur propre terre est devenue terre étrangère, première chose. Deuxième chose, leurs lois ont été remplacées par des lois étrangères et qui plus est, des lois d'exception, c'est-à-dire des lois sans droit. Et enfin, leurs langues ont été périphérisées, subalternisées par rapport à des langues étrangères. Et donc, on comprend que avec le colonial et, disons, le postcolonial ou le décolonial, j'y reviendrai ultérieurement, on a affaire à quelque chose qui est une opposition de la coupure et de la couture. Quand est-ce que les choses sont coupées? Quand est-ce qu'elles sont cousues?
J'insiste beaucoup sur la langue. Alors j'insiste sur la langue parce que une colonisation valorise certaines langues et en dévalorise d'autres en parlant par exemple des langues et des dialectes. Alors ce qui se produit du côté des colonisés, eh bien des populations colonisées, des individus et des sujets, c'est, je dirais, une espèce de dualité avec ce qu'on est pour l'autre et ce qu'on est pour soi-même, en fait, ou entre soi. Et, et je dirais pour ma part, puisque je suis binationale, je me, je dirais que pour ma part, ça se présente comme une espèce de, je ne suis pas sûre que ce soit une double intériorité, mais je dirais plutôt une double extériorité à l'égard de deux pays et je crois que c'est une composante qu'il faut garder en mémoire. Alors j'ai parlé de migration, évidemment, ça veut dire que ce qui se produit dans la colonie, c'est un décentrement. C'est un décentrement qui est produit tout simplement par la domination coloniale. Alors ce décentrement, il a des conséquences, il a des effets. Et ces effets, ce sont que pour les colonisés, les colonisateurs deviennent familiers dans leur façon de faire, dans leur langue, dans leurs lois, etc. Même si les lois sont iniques, il y a quand même de la familiarité. En revanche, les colonisés restent totalement étrangers aux colonisateurs. C'est ce qu'on voit par exemple chez Camus, par exemple, dans la littérature. Chez Camus, c'est très intéressant. C'est une belle description du monde colonial, et évidemment en particulier dans l'étranger, puisque l'étranger au pays, à savoir Meursault, ne voit autour de lui que des étrangers. Non seulement il voit des étrangers, mais il voit des étrangers qui sont dangereux. Je pourrais revenir justement, parce que c'est un des éléments de la psychiatrie coloniale, que d'avoir fait de la violence une caractéristique congénitale des Nord-Africains. C'est extrêmement important parce que ça continue en fait à irriguer par exemple la société française. Donc ces colonies, elles ont diverses caractéristiques. Je m'en tiendrai aux colonies françaises, je n'entrerai pas du tout une comparaison, disons, des puissances coloniales et des diverses colonies, mais on a déjà de quoi faire uniquement dans le cas français. On a des colonies esclavagistes, les plus anciennes, les colonies américaines, mais aussi des colonies dans l'océan Indien. Je pense en particulier à La Réunion, l'île Bourbon. On a des colonies pénitentiaires comme la Guyane et comme la Nouvelle-Calédonie. On a des colonies de peuplement un peu partout. On en a des colonies de peuplement dans le Pacifique. On a des colonies de peuplement dans les Amériques. Et on a une colonie de peuplement qui est particulière, c'est l'Algérie en Afrique. Je dirais que ce que l'Algérie a de particulier, c'est d'être une colonie qui est à l'articulation des anciennes colonies esclavagistes, donc du classicisme esclavagiste français, dans les Amériques en particulier, et des nouvelles colonies africaines qui ne seront pas des colonies de peuplement. On a enfin, dans le cas français, une colonie qui est exceptionnelle parce que c'est une colonie de réserve. C'est la seule colonie française qui ressemble en fait à ce qui s'est passé, par exemple, qui ressemble à l'Australie, colonie britannique. Et c'est la Nouvelle-Calédonie, puisque les Kanaks ont été enfermés et enclos comme du bétail dans des réserves jusqu'en 1946. C'est un point qui est extrêmement important pour comprendre la situation contemporaine de la Nouvelle-Calédonie. Mais alors, je parlais de migration parce que les migrations sont des migrations postcoloniales. La plupart des migrations, ce sont des migrations postcoloniales, au sens où les Indiens, les Pakistanais vont aller au Royaume-Uni, les Béninois, les Algériens, les Camerounais vont venir en France.
Les Congolais de RDC vont aller en Belgique, etc. C'est-à-dire, on a des migrations de la périphérie vers le centre. Et c'est là que l'on peut voir que ce qui est familier pour ceux de la périphérie, c'est-à-dire le centre est familier à la périphérie, mais la périphérie est ignorée du centre, elle n'est pas connue. C'est-à-dire que ceux qui viennent de cette périphérie sont frappés du sceau de l'étrangeté, de l'étranger, etc., qui va faire que, par exemple, eh bien, on a tendance aujourd'hui encore à considérer comme ça à première vue, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je dis à première vue, qu'un Martiniquais ou qu'un Guadeloupéen est un Africain et donc un étranger, alors que c'est un Français depuis, comme diraient certains, le XVIIe siècle. Donc ces migrations postcoloniales, bien sûr, il faut ajouter qu'elles sont volontaires aujourd'hui et qu'elles sont organisées autrefois. Je pense par exemple au BUMIDOM, dont on n'a pas suffisamment parlé. Le BUMIDOM, le Bureau des migrations des Antilles françaises vers l'ancienne ou l'actuelle métropole coloniale. Et donc, ce qu'on voit se dessiner là, en fait, c'est un monde colonial et postcolonial qui est asymétrique et qui est inégal. Ça, c'est très important. L'inégalité va de pair avec la symétrie. La symétrie, c'est évidemment la symétrie centre-périphérie. Excusez-moi. Et donc, l'exemple de la Nouvelle-Calédonie est particulièrement intéressant. Je donnerai juste un exemple pour que vous puissiez prendre la mesure, en fait, de ce qui peut se produire dans un environnement colonial. C'est que le français est enseigné comme dans toutes les autres colonies françaises dans le passé. Le français est enseigné comme langue première, alors qu'elle est pour les Kanaks une langue seconde et que donc ensuite tout le monde, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, va se déplorer la mauvaise qualité du français des Kanaks sans même penser qu'ils ont une langue première au lieu de une non-langue, enfin un néant qui a un vide qui n'est là que pour accueillir le français scolaire. Donc en fait, c'est un régime de l'imposition et de l'exclusion. On sait combien la langue française, qui a été extrêmement sacralisée, peut produire évidemment de l'exclusion, de la relégation, de l'ostracisme dans le champ social. Donc la décolonisation des savoirs, eh bien, elle peut prendre l'allure de la désobéissance épistémique. C'est une formule, par exemple, que l'on trouve développée par Walter Mignolo. Elle peut prendre l'allure ou la figure de la déconnexion, du delinking. Elle peut prendre la forme de la réévaluation des savoirs entendus de façon globale et non pas de façon spécifique et académique. Donc il y a une pluralité des formes de décolonisation. Alors pour moi, ce que j'ai développé donc dans Les Miroirs vagabonds, la décolonisation des savoirs, art, littérature, philosophie, pour moi en fait la décolonisation, elle prend le sens de perdre le nord, au sens de se défaire, de s'extraire de l'eurocentrisme et de l'hégémonie du Nord. Parce que l'eurocentrisme, c'est la face symbolique en fait d'une hégémonie qui est matérielle, une hégémonie du Nord. Donc c'est une formulation pour décentrer, déplacer, libérer les savoirs, je dirais, des normativités du Nord. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut accepter en fait la désorientation. Parce que ce que le Nord produit, en fait, c'est surtout une orientation du Nord vers le Nord. Je pourrais revenir là-dessus, ultérieurement. Donc, en fait, je crois que la première opération, que l'on parle de désobéissance épistémique, de déconnexion, de réévaluation des savoirs, eh bien, c'est que, il faut contextualiser. Il faut contextualiser les savoirs. On ne peut pas les prendre comme des données qui apparaîtraient dans le vide.
C'est-à-dire que les savoirs, comme les chercheurs, quels qu'ils soient, je ne parle pas forcément des chercheurs appointés dans les universités ou au CNRS, que les savoirs, comme les chercheurs, sont toujours situés. Cette situation, elle est très importante. Je donnerai quatre, disons, situations qui doivent être prises en compte, mais ce ne sont pas les seules. Je dirais le genre, bien sûr, la classe, bien entendu, la race, bien entendu, inévitablement, mais aussi le lieu, c'est-à-dire où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on réfléchit, justement, dans quel contexte et dans quel environnement. On verra plus loin que cela a énormément d'importance. Alors pourquoi est-ce que on a parlé de désobéissance, etc. Parce que justement, les expériences intellectuelles et notamment académiques sont en réalité truffées, voire tissées de violences qui portent doublement sur les sujets du savoir et sur les objets du savoir. La division, c'est la suivante, d'une certaine façon. Je schématise, mais ce schème est quand même très présent encore dans l'espace français. C'est la division entre ceux qui savent, c'est une division qui est coloniale, et qui est donc encore, je dirais, effective. La division entre ceux qui savent par nature, c'est-à-dire qui sont du côté de la légitimité ou de l'autorité, et ceux qui sont incapables de savoir par nature, on est du côté de l'incapacité présumée, bien sûr, que ce soit selon la classe, selon la race ou selon le genre. Je vous donnerai un exemple. C'est un exemple contemporain pour montrer non pas ce qui se passe avec ceux qui sont incapables de savoir par nature, mais qu'est-ce qui me permet de dire qu'il y en a qui sont censés savoir par nature. Des anthropologues français du Maghreb aujourd'hui, qui sont spécialistes du Maghreb, qui ne connaissent ni l'arabe, ni aucune langue berbère, et qui sont donc considérés comme des autorités de leur terrain, entre guillemets. Dans Malaise dans la décolonisation, je défends l'idée que le terrain, c'est toujours la colonie, d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça veut dire que ce sont, ce sont eux qui savent, ils n'ont même pas besoin de parler la même langue que ceux avec lesquels ou sur lesquels, à l'évidence pour moi, c'est sur lesquels ils travaillent. Et donc, ce sont ceux qui savent, et du reste, ce sont ceux qui ont le pouvoir. C'est-à-dire, ce sont ceux qui dirigent les instituts, les laboratoires de recherche, qui ont des budgets, etc., etc. Et on le voit chez des gens qui sont tout à fait, on voit ça chez des gens qui sont tout à fait, je dirais, estimables. Je vais prendre le cas de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, Pierre Bourdieu. Mais que serait Pierre Bourdieu sans Abdelmalek Sayad et que serait Pierre Bourdieu sans Monique de Saint-Martin? Abdelmalek Sayad, je renvoie à cette référence que bon, vous connaissez, j'imagine, mais qui est une référence absolument magnifique. C'est le théoricien de la double absence, puisque celui qui a migré, en fait, eh bien, il n'en finit pas de partir, il n'en finit pas d'arriver. C'est mon vocabulaire plutôt que celui de Sayad. Mais sur le terrain, justement, Bourdieu, eh ben, il n'aurait rien compris sans Sayad, en fait. Mais c'est lui qui était français. C'est Bourdieu qui était censé savoir du fait qu'il était français. Donc, dans ce monde colonial, du coup, il a pu avancer eh bien, sans risque ni péril. Donc, il y a une continuation du rapport colonial qui n'est pas la conséquence ou le résultat de la volonté, bien entendu, des agents. Ça traverse les agents, ça n'a rien à voir avec une intention ou une mauvaise volonté.
C'est une espèce de, comment dirais-je, de laisser-faire que le conservatisme autorise en fait, laisser faire, laisser aller. Donc, eh bien, du côté des sujets, qu'est-ce qu'on a? On a donc le savant et l'auxiliaire indigène, c'est-à-dire celui qui effectue la traduction, qui est l'intermédiaire, mais qui évidemment n'est pas censé lui-même pouvoir élaborer des analyses. Et puis l'objet, ce sont les pratiques indigènes qui vont intégrer les cases, les classifications, les classements, etc. euh, les classifications, les classements euro-américains aujourd'hui, mais on dira européens et eurocentrés surtout dans le passé, a commencé par exemple par la pharmacie. Le cas de la botanique et de la pharmacie, c'est très intéressant parce que tout s'est passé comme si, en fait, excusez-moi, les populations colonisées n'avaient pas de mots pour désigner les plantes, ne connaissaient pas leurs vertus diverses, ni leurs effets possibles, etc. Ce qui est évidemment une négation en fait, qui est cette négation coloniale qui est à l'œuvre dans tous les aspects, en réalité, de la colonie, et y compris la pharmacopée. Il a par exemple été très difficile d'intégrer la pharmacopée caribéenne française dans la pharmacopée française. Je dis ça, ma petite hypothèse portative en l'espèce, mais je parle très vite, c'est que la pharmacopée locale, elle a été considérée depuis très longtemps pour des raisons historiques et du fait de l'institution de l'esclavage comme étant orientée vers l'empoisonnement. Et la grande crainte des maîtres, c'était justement de mourir empoisonné. Je ferme la parenthèse. Alors à cet égard, il faut savoir aussi que les stratégies françaises et les stratégies américaines sont très différentes. Dans le cas de l'impérialisme américain, qui est d'une certaine façon un impérialisme sans colonie à proprement parler, puisque les États-Unis d'Amérique sont issus évidemment de colonies principalement britanniques, eh bien, et on voit qu'on a affaire à une espèce de duplication de l'Europe, eh bien, les savoirs qui sont extra-euro-américains sont des savoirs qui sont intégrés, et notamment par les personnels des universités américaines. Dans le cas français, c'est tout le contraire, c'est l'exclusion en fait. L'exclusion est ce qui frappe le plus dans l'évolution de l'université française. Ça a commencé, bien entendu, je le rappelle quand même, par l'exclusion des femmes dans l'université française. Cette exclusion des femmes, elle a été très pérenne, puisque moi-même faisant des études, non pas en 1840, mais à la fin des années 70 et dans les années 80, dans les universités françaises, en l'espèce en Paris, eh bien, je n'ai eu quasiment que des professeurs masculins en philosophie et en sciences politiques qui étaient de disciplines particulièrement masculines. Et à mon avis, c'est pour ça que je les avais choisis. Donc, je distingue ici, en fait, c'est quelque chose qui est très important pour moi, je distingue post-impérial et post-colonial. Je distingue post-impérial et post-colonial. Qu'est-ce que je désigne par post-colonial? Je désigne la situation d'anciens pays colonisés par des puissances européennes, par exemple le Vietnam ou quasiment tous les pays d'Afrique, dans lesquels les indépendances ont bénéficié aux autochtones. Tandis que je nomme post-impériale la situation des anciennes puissances impériales, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Espagne, le Portugal, etc. Et je considère que les pays d'Amérique latine, mais j'y reviendrai, les pays d'Amérique latine ressemblent beaucoup plus aux pays post-impériaux qu'aux pays post-coloniaux, tout simplement parce que les indépendances n'ont pas
bénéficié aux autochtones, loin de là, elles ont bénéficié aux descendants d'Européens, ce qui va permettre de comprendre un certain nombre de choses que je dirai ultérieurement. Vous aurez remarqué que je n'ai pas encore employé le terme de décolonial. En effet, il y a deux écoles différentes, deux écoles de pensée différentes. Pour le dire vite, il y a une école de pensée indienne postcoloniale et une école de pensée, d'autre part, sud-américaine décoloniale. Alors, la pensée indienne postcoloniale, elle correspond au postcolonial tel que je viens de le définir, puisque l'Inde est un pays dans lequel l'indépendance a bénéficié aux autochtones, tandis que, eh bien, dans l'Amérique, le continent sud-américain, comme au nord, eh bien, l'indépendance a bénéficié aux Européens et aux descendants d'Européens. C'est-à-dire, quand on dit les descendants d'Européens, on peut aussi, en ce sens-là, parler des Blancs. Et dans les deux cas, ce qui est au centre, c'est la décolonisation. Alors, est-ce qu'elle est exactement la même en contexte postcolonial et post-impérial? Je pense que non. Je pense que c'est assez différent et que les questions qui se posent dans le contexte postcolonial, et particulièrement dans le contexte africain, ne sont pas les questions qui sont soulevées en contexte post-impérial. Je reviendrai dessus, bien entendu. Se trouve au centre, hein, dans le contexte post-impérial, la question des autochtones, mais cela ne veut pas dire que la question des autochtones ne se pose pas en contexte postcolonial, notamment dans le continent africain, qui contient des millions de personnes appartenant à ce qu'on appelle les peuples autochtones, selon les définitions internationales. Donc, et là, je donnerai un petit exemple. Je voudrais dire quelque chose à propos de l'Inde, justement, et ça va permettre aussi, c'est une parenthèse ou une incise, mais ça va permettre aussi de se rendre compte de quelques bévues. En 2018, Justin Trudeau donc se rend en visite officielle en Inde. Il est le Premier ministre canadien et il décide que sa famille portera des tenues traditionnelles indiennes, ce qui lui vaut de multiples critiques. Et moi, je pose la question, que veut dire se déguiser? Alors, on comprend qu'on est dans ce qu'on pourrait appeler euh, la question de l'appropriation culturelle. Qu'est-ce que c'est s'approprier quelque chose d'un autre monde qui n'est pas le nôtre et d'en faire non pas quelque chose qui nous, comment dirais-je, qui nous modifie intérieurement, mais qui est de l'ordre du masque, de la mascarade, par exemple, plutôt. Donc, je reviens à décolonisation. J'ai indiqué qu'elle n'avait pas exactement la même substance selon qu'on se trouve en domaine postcolonial, dans un champ postcolonial ou dans un champ post-impérial. Mais je voudrais dire aussi qu'il y a deux exceptions qui sont totalement différentes. Il y a une exception historiographique ou historienne de la décolonisation, selon laquelle la décolonisation est une période historique qui va soit de 1945, c'est-à-dire la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit de 1955 et la conférence des non-alignés de Bandung en Indonésie, jusqu'aux années 60 globalement. Et puis, il y a une conception philosophique, je le dis faute de mieux, disons, selon laquelle, eh bien, les luttes pour l'indépendance ne se confondent pas avec la décolonisation. Et donc, on le voit, la question de l'histoire va être une question très importante dans une perspective postcoloniale. Ça veut dire, la question qui se trouve posée, c'est qui dit l'histoire? Et on va voir que dans les études postcoloniales, donc qui naissent dans les années 80, et post ne veut pas dire après, mais veut dire au-delà de la colonie, eh ben, se pose la question de la déconstruction des récits historiques. Qui est à même de dire quelle est l'histoire de qui, sachant que
les Européens ont monopolisé en fait les récits historiques sur le monde entier. Et donc ces études postcoloniales, disons, elles ont une triple référence. La référence à Edward Said, avec l'orientalisme qu'il publie en 1978. La référence à Peau noire, masque blanc de 1952 et Les damnés de la Terre de 1961 de Frantz Fanon. Et aussi la référence au Portrait du colonisé d'Albert Memmi qui date de 1957. Alors il faut savoir, parce que c'est un point qui est important et qui permet de comprendre un peu ma critique de l'académie, c'est que l'expérience du noir, qui était l'enjeu du texte de Fanon et qui était le sujet en fait de sa thèse de psychiatrie, a été refusée par son jury. Et personne n'a voulu de cette thèse. Il a heureusement publié après au Seuil. Et donc, il lui est arrivé la même chose qu'à Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, il n'a pas pu soutenir parce que, soi-disant, on ne trouvait pas de jury qui était à même comment dirais-je, de juger, d'évaluer son travail. Donc, on voit que ce sont des outsiders de l'université. J'entends Frantz Fanon et Cheikh Anta Diop. Et alors, on voit bien ici qu'il y a des héritages coloniaux, c'est-à-dire des héritages des colonies. Alors, ces héritages des colonies, ils ne sont pas forcément très bien connus. J'en donnerai un exemple, c'est l'aménagement de la région parisienne. L'aménagement de la région parisienne a été entièrement effectué par des administrateurs coloniaux. Et lorsque François Mitterrand lance sa politique de grands travaux, il fait appel à un ancien administrateur colonial, Émile Biasini, qui s'est occupé de l'aménagement du territoire, donc non pas de la région parisienne, mais de l'Aquitaine, et qui a travaillé aussi à l'ORTF, le recyclage de ces administrateurs coloniaux. Il a été fait principalement dans la culture et dans l'aménagement, mais aussi de façon extrêmement large dans l'enseignement. Et je voudrais dire un mot sur le fait que après les indépendances, dans les années 60 et en particulier en 1962, l'année de l'indépendance de l'Algérie, une vague coloniale a submergé la France, une vague coloniale dans les manières de penser, dans les façons de faire. Parce que si je vous dis aménagement de la région parisienne, il faut penser ville nouvelle, vue d'avion. Là, je mets la préfecture, là, je vais installer l'hôpital, là, je vais construire la route, etc. Ça se fait non pas par le bas, mais ça se fait par le haut et ça a eu des effets tout à fait délétères. Deuxième chose, cette vague coloniale, elle est aussi le fait du rapatriement d'Algérie de ce qu'on a appelé les rapatriés et les harkis, rapatriés soit pieds noirs, soit juifs algériens. Il faut savoir que en 3 mois d'été, 1 million de personnes quasiment est arrivé en France et s'est installé en France venant d'Algérie. C'est énorme. Et puis, comme je vous le disais, le reclassement du personnel colonial et de ses savoir-faire est tout à fait décisif. Cela s'intègre dans un contexte d'immigration. Donc ici, vous voyez, j'évoque le contexte d'un pays, donc qui est un pays post-impérial. J'ose espérer qu'il n'est pas encore complètement impérial. Donc, bien sûr, il y avait de l'immigration, donc depuis toujours, il y a de l'immigration, mais disons plus particulièrement depuis la Première Guerre mondiale, puisque c'est au moment de la Première Guerre mondiale qu'on fait venir en fait une main-d'œuvre qui vient des colonies. Et ça, c'est tout à fait décisif. Il n'y a pas seulement, disons, comment dirais-je, l'intégration de soldats dans les armées, mais aussi de main-d'œuvre pour faire tourner le pays. Alors je crois que ce qui est très important avec l'importation dont je parle, c'est-à-dire l'importation de ces méthodes, de façon de penser et façon de faire, c'est qu'après les indépendances, ce qui a été importé en France, qui avait déjà lieu, mais c'est encore plus fort dans les colonies,
que dans l'ancienne métropole, dans les anciennes colonies que dans les anciennes métropoles, c'est le déni colonial. Le déni colonial, c'est le déni du fait qu'il s'agit d'une colonie, en particulier bon, en Algérie, puisque l'Algérie était, était constituée de départements français, mais aujourd'hui encore, par exemple, ce qu'on peut observer en Nouvelle-Calédonie. Et ce déni, il s'accompagne de quelque chose auquel il faut prêter, à mon avis, très attention. J'espère que ça va pour le temps. C'est ce que j'appelle, moi, l'élision du sujet colonial. Pas de première personne. Ce qui est projeté sur la colonie, c'est le schéma actif-passif. Les Européens font tout et les colonisés subissent et obéissent, obéissent et subissent. Et puis, là, le schéma parlant-muet, le sujet parlant étant bien sûr l'européen et le sujet colonisé n'étant qu'un sujet muet. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai prêté énormément d'attention dans Le singe de Kafka et Autres propos sur la colonie au personnage de Roth-Peter, que j'ai appelé le singe de Kafka. C'est dans un texte qui s'appelle Rapport pour une académie. Et on voit très bien que dans Rapport pour une académie, on a deux mondes. Le monde des êtres de bien, donc l'académie, qui va juger de l'humanisation de Roth-Peter, et les êtres de rien. Il y a quelque chose qu'il faut retenir. Pourquoi s'appelle-t-il Roth-Peter alors qu'il a été capturé dans le golfe du Ghana, qu'on appelle le golfe de Guinée, au Ghana dans le golfe de Guinée. Il a été capturé par un marchand d'animaux qui s'appelle Hagenbeck, c'est le nom que donne Kafka au marchand d'animaux. Et c'est un personnage réel, hein. C'est celui qui a inventé le premier zoo humain en Allemagne, Karl Hagenbeck. Et Rothpeter, ça veut dire qu'il a une blessure. Il a une blessure aussi, il a des blessures invisibles parce qu'elles sont cachées par ses vêtements. Il a des blessures sur le visage et ces blessures sur le visage lui laissent des marques rouges, mais Roth, ça veut dire aussi noir. Donc je pense que je reviendrai en fait sur ce qui m'a intéressé, les nouvelles de Kafka, si ça vous intéresse. Mais ce qui m'intéresse et ce que je pense étant très fondamental dans une approche, disons, de décolonisation, enfin dans la perspective d'une décolonisation, et en particulier d'une décolonisation des savoirs, c'est la subjectivation. Parce que chez Kafka, les trois nouvelles sont ordonnées par ce qu'on appelle les trois personnes, je, tu, il ou elle, ce qui correspond à ce que, d'une certaine façon, et pour sa part, le philosophe Martin Buber, qui a publié Kafka, a développé dans un livre qui s'appelle Je et tu, parce qu'il y a je, tu et on. Et ça correspond également, c'est moi qui fais les liens, bien sûr, ça correspond également à ce qu'a développé Émile Benveniste, qui s'appelait Ezra, qui est un juif de Syrie, Émile Benveniste, donc, et qui a distingué dans ce qu'on appelle les trois personnes les trois personnes du singulier ou du pluriel, eh bien, il a dit qu'en fait, il n'y avait que deux personnes, je et tu, à partir du reste de l'arabe, celui qui parle et celui auquel on s'adresse, celui auquel il s'adresse, donc celui qui écoute, et que la troisième personne, en fait, ce n'était pas une personne linguistiquement, c'était juste un sujet qui ne pouvait pas être une personne. Et ce sujet qui ne peut pas être une personne, c'est le il ou c'est le on qui permet de dire, par exemple en français, il pleut alors que personne ne pleut. Donc il faut distinguer l'individu, le sujet et la personne. Donc, ce que je retiens, en fait, c'est le déplacement de la lutte politique à la critique épistémologique qu'on va trouver ces études postcoloniales dont on peut trouver des précurseurs. Alors, je donnerai un exemple, c'est l'exemple de Mohamed Sahli, qui a publié chez Maspero en 1965 un livre qui s'intitule Décoloniser l'histoire, où il s'agit de décoloniser l'historiographie, mais aussi des héritiers, des successeurs. Je pense par exemple à Jack Goody, l'anthropologue Jack Goody, qui a écrit Le vol de l'histoire,
comment l'Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde en 2010. Qu'est-ce qu'on voit critiquer? Le fait que l'Europe est un centre, une référence. Je vous en donne un exemple très rapidement. C'est que on parle en France de philosophie arabe médiévale alors qu'on projette une catégorie dans la périodisation française, le Moyen Âge, sur l'histoire des Arabes qui n'ont pas du tout le même type d'histoire que les Européens. Donc, la philosophie arabe médiévale, c'est une invention européenne. Et entre parenthèses, la Renaissance est une invention comme période historique en Europe, c'est une invention du 19e siècle. C'est au 19e siècle qu'on a dit, après le Moyen Âge et son soi-disant obscurantisme, on a la Renaissance. Donc, et puis j'ajouterais aussi quelque chose, c'est que classiquement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais classiquement, la répartition se faisait ainsi dans les départements d'histoire. Les meilleurs devenaient spécialistes de l'Antiquité, les plus cultivés, les meilleurs en histoire, etc., mais surtout les plus cultivés. On pense à Paul Venn. Les bons devenaient médiévistes, Patrick Boucheron, etc. Les moins bons étaient orientés vers l'histoire contemporaine et en particulier les colonies. Alors, c'est une parenthèse. Ça veut dire que c'est comme si, le vol de l'histoire, ça signifie que c'est comme si l'Europe était le seul lieu des inventions, le seul espace des inventions de tous ordres, le seul propriétaire, en définitive, de toutes les inventions du monde, la science, la démocratie, l'égalité, etc., etc. Il faut comprendre que c'est ce qu'on appelle un grand récit. Un exemple, c'est l'exportation européenne de l'intolérance aux homosexuels dans les colonies, puisque cette intolérance, eh bien, puisque l'homosexualité a, pardon, été pénalisée et que l'intolérance est devenue donc, par cela, un illégalisme. Donc je dirais que, d'une certaine façon, il ne s'agit pas de sculpter, mais de modeler les savoirs. Alors, je reviendrai en arrière en disant que modeler les savoirs, c'est pas forcément les modeler en fonction des disciplines. Il y a une très grande différence, par exemple, dans l'organisation des savoirs aux États-Unis et en France. C'est qu'aux États-Unis, l'organisation se fait en fonction des objets. Il peut y avoir des gens de différentes disciplines dans le département, par exemple, d'études postcoloniales, tandis qu'en France, tout se fait, même si c'est moins aujourd'hui qu'auparavant, mais ça le reste, ça se fait en fonction des disciplines, philosophie, sociologie, histoire, etc., etc. Donc, je donnerai que deux exemples d'écrivains dans les études postcoloniales. On a Homi Bhabha, donc, qui est spécialiste de littérature anglaise et qui fait paraître Les lieux de la culture en 1994, dans lequel il va développer la notion d'hybridité comme étant une notion postcoloniale. Et puis, on a Gayatri Chakravorty-Spivak, qui est une théoricienne de la littérature, qui a écrit en 1988 Les subalternes peuvent-elles parler? Où elle va critiquer la vision selon laquelle les bons colonisateurs spécialistes de démocratie, d'égalité, etc., vont libérer les femmes indiennes de l'aliénation. Ce qu'on trouve aujourd'hui encore très ancré dans les conceptions des choses. Donc, question, est-ce qu'on a affaire à des identités culturelles, entre guillemets, ce que refuse pour sa part Homi Bhabha? Est-ce qu'on a affaire à de l'hybridité? Est-ce qu'on a affaire à de la subalternisation? Évidemment, ce ne sont pas forcément des alternatives. Et j'en viens aux études décoloniales. Les études décoloniales, elles se sont développées donc dans des contextes de colonisation très ancienne, d'indépendance ancienne, des indépendances du 19e siècle et non pas du 20e siècle, comme je l'ai dit, au profit des descendants d'Européens, dans des espaces particuliers qui sont des espaces, premièrement, de génocide des autochtones, ce qui n'est plus à démontrer, et d'esclavagisme. Donc on a affaire
à deux types de minorités, les autochtones et les descendants d'Africains. Donc le contexte n'est pas du tout celui de l'Inde, sauf peut-être pour Haïti, ni celui de l'Afrique. L'Afrique avec une double exception. Au sud, l'Afrique du Sud, qui est une ancienne colonie, mais qui était une vieille colonie, une colonie néerlandaise initialement puis britannique. Et l'Algérie, qui est aussi une exception, parce que c'est la seule colonie de peuplement au monde dont les Européens soient partis. Donc, dans ce contexte des Amériques, eh bien, certains s'élèvent contre le régime occidental de hiérarchisation des connaissances, hiérarchisation articulée au capitalisme. Ces études ont des idéologues, je nommerai Walter Mignolo et Ramon Grossfogel. Ramon Grossfogel qui est un compagnon de route ou un proche des indigènes de la République française. Au centre, en fait, de ces études décoloniales, on a la critique de la modernité et de la racialisation qui en est une des caractéristiques. Il faut comprendre qu'évidemment, la modernité, eh bien, la modernité, elle s'est présentée comme une modernité esclavagiste. Alors, je donnerai deux noms. Je donnerai le nom de Hannibal Quijano, qui est un Péruvien, qui s'est centré sur la question de la colonialité du pouvoir. Et puis Enrique Dussel, qui est un Argentin qui a dû fuir et s'exiler au Mexique. Et on voit que Enrique Dussel qui a développé des réflexions initiales sur la problématique du bien commun. C'est un des cofondateurs de la théologie de la libération. Alors on voit d'une certaine façon que en fait, il y a une grande différence entre l'universalisme tel que les Français l'envisagent, c'est-à-dire le monde sans les autres du Sud, et ce qui pour moi est plus intéressant que l'universalisme, c'est le monde commun, c'est-à-dire le monde des uns et des autres. Et je voudrais faire une référence à Claude Lévi-Strauss, qui fait la différence en fait entre les sociétés qu'il nomme anthropémiques, dans lesquelles on vomit les autres, et les sociétés qui sont anthropophagiques, dans lesquelles les autres, on les mange, c'est-à-dire l'expulsion versus l'incorporation. Et je voudrais le citer. Prenons le cas de l'anthropophagie, qui de toutes les pratiques sauvages est sans doute celle qui nous inspire le plus d'horreur et de dégoût. Et il poursuit. Mais surtout, nous devons nous persuader que certains usages qui nous sont propres, considérés par un observateur relevant d'une société différente, lui apparaîtraient de même nature que cette anthropophagie qui nous semble étrangère à la notion de civilisation. Je pense à nos coutumes judiciaires et pénitentiaires. À les étudier du dehors, on serait tenté d'opposer deux types de sociétés: celle qui pratique l'anthropophagie, c'est-à-dire qui voit dans l'absorption de certains individus détenteurs de forces redoutables le seul moyen de neutraliser celles-ci, et même de les mettre à profit, et celle qui, comme la nôtre, adopte ce qu'on pourra appeler l'anthropémie, du grec émein, vomir. Placées devant le même problème, elles ont choisi la solution inverse, consistant à expulser ces êtres redoutables hors du corps social en les tenant temporairement ou définitivement isolés, sans contact avec l'humanité, dans des établissements destinés à cet usage. À la plupart des sociétés que nous appelons primitives, cette coutume inspirerait une horreur profonde. Elle nous marquerait à leurs yeux de la même barbarie que nous serions tentés de leur imputer en raison de leurs coutumes symétriques. Et il conclut dans Triste Tropique en 1955: plutôt que de consommer quelques-uns de nos semblables, nous préférons les mutiler physiquement et moralement. Terrible. Donc,
Là, apparemment, j'ai laissé la décolonisation des savoirs de côté. Mais je dirais que la connaissance, justement, des pensées extra-européennes appartient à la décolonisation. Et on pourrait dire que décoloniser, c'est passer du monde clos à l'univers infini. C'est une ouverture qui intègre et qui inclut au lieu d'exclure, et de transformer ainsi le savoir en un privilège, le privilège des uns. Forcément, on sait qu'un privilège, c'est un droit particulier, et évidemment assorti, comme je le disais, d'inégalités. Donc, la décolonisation des savoirs, d'une certaine façon, au Nord, on pourrait la penser comme une politique inclusive. Une politique d'inclusion des textes, des références, de la bibliographie. Une politique inclusive des sujets qui enseignent. Qui a le droit d'enseigner la philosophie dans une université française, par exemple? Une inclusion, une politique inclusive en particulier s'agissant de normes, c'est-à-dire inclusive d'objets d'étude, par exemple, à l'intérieur des disciplines ou entre les disciplines. Une révision, donc, des normes d'écriture académiques pour inclure d'autres types d'écriture. Et une inclusion et une prise en compte de l'existence de savoirs non académiques. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne suffit pas seulement de changer de discours, mais aussi de changer de langage. Et par exemple, je critique des livres, j'ai critiqué des livres publiquement, en particulier Sexe, race et colonie de Pascal Blanchard et Alliot, ou encore des colonisations françaises, tout simplement parce que le discours change, c'est-à-dire que c'est une critique de la colonie et non pas un éloge de la colonie. Mais le langage est toujours le même. C'est un langage qui n'est pas du tout décolonisé. Je donnerai un autre exemple dans le monde du travail, et je pense que peut-être que je m'arrêterai là parce que je crois que j'avais prévu quelque chose qui était un peu, qui excédait le cadre de cet exposé. Quand on pose la question pour ou contre le voile, en 1989, donc en France, survient l'affaire dite du foulard islamique. Alors, vers qui se tourne le regard? Vers les jeunes filles, les adolescentes qui portent ce fameux foulard. On ne regarde pas qui sont les principaux de collège qui ont créé le scandale. Et en fait, c'est quelque chose que je développe dans Le singe de Kafka et autres propos sur la colonie, c'est que les deux principaux de collège qui ont lancé, disons, l'affaire sont pour l'un, pour l'un un Martiniquais, pour l'autre, quelqu'un dont on dit habituellement en français qu'il est d'origine algérienne. Et ce qui est très intéressant pour moi, c'est comme la façon dont je regarde en fait euh, l'affaire. C'est pas la seule façon de la voir, mais c'est une façon de la voir. C'est qu'on peut la regarder comme une affaire qui est liée à ce que Fanon nommait la lactification de ses principaux de collège, qui veulent montrer qu'ils sont plus blancs que blancs et qui réagissent euh, face à l'anthropémie de la société française qui pourrait les faire passer du côté français au côté, disons, des autres, les autres qui sont, qu'on constitue avec cette histoire du foulard islamique. C'est donc, disons que pour réagir positivement, entre guillemets positivement, puisqu'une réaction, ça ne peut pas vraiment être positif, à l'anthropénémie, eh bien, ils ont procédé avec zèle et excès de zèle. On voit aujourd'hui la même chose, en fait, dans la réaction que Rachida Dati a eue sur le vif face à l'humoriste Merwan Benlazar. Donc, disons que on a jeune fille au foulard versus principaux de collège, sans même parler du contexte général. Alors, je vais peut-être conclure. Euh, je vais peut-être conclure en disant que dans le cas français, je pense que
vraiment une décolonisation des institutions est tout à fait à l'ordre du jour. Mais évidemment, ce n'est pas ceux qui sont aux manettes de ces institutions qui sont les plus à même de procéder à quelque décolonisation que ce soit. Parce que, évidemment, c'est comme si on demandait à un patron d'adopter le point de vue de la CGT, quoi. Donc, on a affaire à des situations qui peuvent être des situations très conflictuelles et qu'on a pu voir d'ailleurs, par exemple, à Paris-Cité avec, disons, comment dirais-je, la lapidation, en fait, d'un professeur de psychanalyse d'origine maghrébine, tunisienne, à Paris-Cité, et qui a heureusement, qui s'est conclue par une réhabilitation de ce professeur. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Céloi. Alors, il y a déjà pas mal de questions, donc on va prendre quand même ce temps d'échange. Alors moi, je voulais peut-être lancer le débat en te proposant deux questions. En t'écoutant, puis en te lisant aussi, tu fais beaucoup référence au décloisonnement des disciplines dans tes travaux, hein. Tu t'évoques donc la philosophie, bien sûr, hein, mais aussi la littérature, la psychanalyse, donc un certain nombre de disciplines. Et pour les psychosociologues, c'est vrai que cette question de, alors nous on parle de pluridisciplinarité, elle est importante pour explorer le réel. Euh, voilà, ma question c'était un peu sur ta méthode. Est-ce que tu as eu aussi besoin de passer par ces différents regards pour construire ta démarche, hein? Tu nous as parlé de décentration, de déplacement, hein, quelque chose autour du déplacement. Et puis la deuxième question que je voulais te poser, tu emploies dans tes ouvrages une expression que je trouve qui m'a beaucoup touchée. C'est la question, tu dis la colonie est un pliage cruel. Il faut pouvoir déplier. Donc ma question c'était comment on peut faire, comment on peut déplier, comment on peut trouver aussi ces plis. Donc tu nous as donné des exemples, hein, avec la question des langues de la pharmacopée. Voilà, comment on peut déplier, peut-être avec quelle légitimité nous on peut avoir aussi, hein. Alors, par exemple, je répondrai déjà de façon personnelle. Me concernant, venant du Sud, hein, parce qu'il faut que je précise que je n'ai pas toujours vécu en France, et notamment que je n'ai pas été élevée d'une certaine façon en France. Donc j'arrivais avec une extériorité. J'ai toujours trouvé extrêmement surprenant qu'on puisse faire de la philosophie sans avoir connaissance des situations empiriques. La question de l'expérience, comment on pouvait dégager l'expérience et penser indépendamment de toute expérience. Et je trouvais que c'était particulièrement le cas en France, et ça m'avait énormément frappé, ce qui fait que, étant particulièrement intéressée par la philosophie politique, mais pas seulement, et j'ai décidé de faire en fait des sciences politiques. Et j'ai décidé de faire des sciences politiques donc j'ai refait une formation en sciences politiques. J'ai fait une thèse en sciences politiques, justement pour être un peu plus, disons, comment dirais-je, plus familière de choses qui étaient méprisées par la philosophie, à savoir toutes les disciplines dites empiriques. Alors la sociologie, c'était de la daube, la psychologie, n'en parlons pas, surtout que la psychologie, heureusement, la psychanalyse pouvait quand même avoir droit de citer, mais enfin, de façon marginale. Disons que tout le champ donnait un paysage intellectuel qui était un paysage particulier qui excluait aussi les arts et la littérature, qui n'étaient pas des sources de savoir, mais uniquement des objets. Et donc, ça m'a déplu. Donc, et alors, du coup, je dirais que, bien sûr, il y a le pluriel, et le pluriel, moi, je n'aime pas le singulier. Pourtant, j'ai été, avec une formation philosophique, j'ai été formée au singulier. La colonie, c'est-à-dire
dès qu'on transforme, dès qu'on fait de quelque chose un concept, forcément, il faut qu'il s'applique, c'est l'arbre et puis les différents arbres, hein. On ne peut pas non plus comment dirais-je, la liste des différents arbres pour dire ce que c'est qu'un arbre. À un moment, il faut quand même dire un peu ce que c'est. Donc, la philosophie, ça m'apparaît quand même très utile face aux vagues des usages, par exemple, des usages aujourd'hui, j'entends, je ne sais pas, des gens qui disent dans la situation décoloniale qui est la nôtre, mais ça ne veut rien dire. La situation décoloniale qui est la nôtre, non, elle n'est pas décoloniale. C'est pas la situation, c'est autre chose. Donc, il y a, disons, une rigueur dans l'usage des catégories qui est, que je trouve absolument très importante. Alors, pour ma part, je dirais plutôt transdisciplinarité. Transdisciplinarité, surtout que j'ai beaucoup lu de psychanalyse, énormément depuis toujours, enfin depuis, je sais pas moi, la première, la classe de première, donc ça fait assez longtemps, ça fait quand même un certain nombre d'années. Et j'en viens à la question du pli, parce que oui, le pli, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que le pli, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur du pli. Mais on pourrait dire qu'un pli n'a ni dehors ni dedans, ça dépend comment il le plie. Mais moi, je le pense comme quelque chose qui peut être une cassure, quelque chose, disons, un pan qui recouvre l'autre, même pas complètement, et qui fait qu'il y a beaucoup d'ombre de toute façon dans un pli. Et je pense que ça n'est pas pour rien que, par exemple, Clérambault soit allé faire des photos de drapés au Maroc. Et je le dis entre parenthèses, hein, c'est une association, mais ça fait sens quand même. Et qu'il soit revenu en donnant des cours de drapé quand même aux Beaux-Arts de Paris. Ce n'est pas rien du tout, de la part d'un psychiatre donc. Parce que le pli, oui. Et puis en même temps, plier, c'est obéir. Ça veut dire que dans une colonie, on veut toujours faire plier le colonisé. Quel qu'il soit, il pourrait être un génie, on va quand même essayer de le faire plier. D'une manière ou d'une autre, par tous les moyens possibles. Donc, question du pli, c'est selon le côté ou l'autre, c'est aussi, alors, c'est à la fois extérieur et intérieur, ce pli. Parce que nous avons nos propres plis, bien sûr. Donc, extérieur, ça veut dire que il faut arrêter de chercher à faire plier ou, parce que ça se fait très fréquemment de façon différente, hein. Ça peut se faire, par exemple, dans les jurys de thèse par des remarques qui sont franchement xénophobes et racistes, dont j'ai pu être témoin, et dans lesquelles un membre du jury, dont j'ai été témoin comme membre du jury, dans lesquelles je ne peux rien dire sauf à faire porter le préjudice sur la personne qui est en train de soutenir sa thèse. Donc on est dans une situation très difficile. De faire plier parce que c'est toujours qui sait qui ne sait pas. C'est-à-dire, c'est un savant qui s'adresse à quelqu'un d'ignorant. Donc ça, à la fin, c'est pénible parce que c'est une répétition. Le pli, il apparaît, c'est comme quand on repasse, on a fait un faux pli, on fait du repassage. J'espère que tout le monde ici a fait du repassage, sur une table à repasser ou ailleurs. On fait un faux pli, on essaie de refaire le truc bien, et non, en fait, le repli se forme. Parce que ça, justement, il y a eu un... Donc, et à l'extérieur, c'est de penser qu'il y a beaucoup d'ombre, en fait. C'est que c'est pas une situation, c'est pas quelque chose qui est accessible facilement. La colonialité, elle n'est pas accessible facilement, la colonialité. On la voit pas comme quand on va au cinéma. Où on voit des choses. On peut la voir apparaître de temps en temps, ou elle peut être comme un fantôme dans les relations, mais c'est justement par les relations que je voulais terminer, c'est pour dire qu'en fait, le savoir est toujours relationnel. Il n'y a pas de savoir qui ne soit pas relationnel. Il n'y a pas de Robinson. Robinson, ça n'existe pas. Donc, on connaît toujours avec, et
il faut connaître, il faut ouvrir en fait le cercle, disons, de ce qu'on appelle justement nos connaissances pour parler des interlocuteurs que l'on a. Ben, il faut élargir le cercle des connaissances et c'est comme ça aussi qu'on se voit par les autres, je dirais situé, alors que soi-même on ne peut pas se situer. On ne se situe, on est situé seulement par les autres, notamment quand on va à l'étranger, qu'on est avec des collègues étrangers, qu'on voit les façons de faire, les façons de penser, le regard qu'ils ont sur ceci ou sur cela, les connaissances qu'ils ont qui sont très souvent supérieures à celles qu'on peut avoir. Je parle de moi, évidemment, et je parle pour moi, et donc c'est très intéressant. C'est-à-dire que je pense que contre les rigidités du pouvoir, eh bien, une décolonisation, ça suppose pas mal de souplesse. Et à mon avis, on ne fait pas suffisamment. Par exemple, on valorise dans le système français, on valorise dans le système social français, on valorise énormément la rapidité, mais on ne valorise pas la souplesse. Au contraire, plus les gens sont rigides, plus on considère qu'ils ont d'autorité parce qu'ils ne vont pas sur le terrain des autres. Ils ne changent jamais de terrain. Ils ne vont pas sur le terrain des autres parce qu'ils sauraient moins que s'ils restaient tout le temps sur leur propre terrain. Donc, ça veut dire, à mon sens, qu'il faut s'exposer. Ce sont des choses que Edward Said décrit très très bien. Il les décrit très bien, c'est-à-dire dans les entremondes, comment les choses se passent-elles. Par exemple, qui me publie, qui m'invite, etc., etc. Sachant que je ne suis pas forcément de façon aisée ou de façon immédiate dans la position d'invité, de façon formelle, j'entends. Merci, Céloi. Je vais laisser la parole à Sophie pour les questions qui sont arrivées. Oui, alors on a plusieurs